Bonsoir, Wilfried Obili est avec nous sur ce plateau. Il est le président d'une association, l'association République Fraternelle. Bonsoir, Wilfried Obili. Bonsoir, monsieur Ngola. La République Fraternelle, une association de circonstances, parce qu'on en a vu naître abondamment à foison ici depuis un certain temps. Depuis on a commencé à parler du changement de la Constitution. On a vu plusieurs associations politiques, non politiques et des partis politiques. Est-ce que la vôtre aussi est née? C'est une association de circonstances juste pour participer à ce processus? Une association de circonstances? Non. Nous avons créé cette association par la circonstance du référendum. Mais nous avons pour but de perdurer le plus longtemps possible. Donc oui, cette circonstance, le référendum, a permis de créer cette association, mais je suis sûr que d'ici... Mais pourquoi avoir pensé la créer pendant cette période? On dirait, on va prendre la fourchette entre la Constitution et ce processus électoral enclenché. Alors, pour créer une association, il faut un initiateur. Oui. Cet initiateur, c'est votre serviteur, moi qui suis en face de vous. Comme je l'ai dit, je suis rentré au Congo il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, le temps de regarder un peu la vie politique, la vie associative de notre pays, et puis la circonstance qui a fait que nous puissions peut-être pas précipiter, que le moment opportun autant que tel pour créer cette association, c'était à la veille du référendum, au mois de juillet plus précisément. Oui, donc nous avons créé cette association parce que le moment s'y prêtait, mais je vous le garantis, nous ne sommes pas une association de circonstances, c'est-à-dire que nous allons nous installer dans la durée et d'ici des années et des années, vous entendrez parler de la République fraternelle. Alors, vous n'êtes pas une association de circonstances. Curieusement, après la naissance, vous soutenez le changement de la Constitution. Je l'ai même lu sur votre mur Facebook. Vous l'avez publié le 30 décembre dernier pour présenter vos vœux à vos certainement membres et aux Congolais. Vous l'avez bien dit que vous vous êtes battu de fond en comble pour la naissance de cette nouvelle République. Oui, effectivement. Et pourquoi naître et directement soutenir le changement de la Constitution, c'est-à-dire que le président Denis Sassou Nguesso ou son camp, sa famille politique? Reprécisons les choses. Nous avons créé cette association pas pour soutenir une personnalité autant que telle. Nous avons créé cette association au moment où il y avait un débat politique dans notre pays. Ce débat était celui de savoir s'il fallait, oui ou non, changer la Constitution. Nous avons lu la Constitution du 20 janvier 2002. Et nous avons pensé que cette Constitution avait beaucoup de limites. Et dans ce sens, nous avons effectivement pensé que le changement de la Constitution serait une très belle chose pour le pays. Donc ce n'était pas du tout pour soutenir une personnalité, soit-elle président de la République autant que telle, mais c'était plutôt pour avoir une nouvelle vision de nos institutions. Et c'est dans ce sens que nous avons créé cette association et c'est dans ce sens que nous avons soutenu le changement de la Constitution. Nous n'allons pas vraiment revenir sur ce débat du oui ou non, du changement de la Constitution, mais j'ai envie de comprendre une chose. Est-ce que les choses ont réellement changé depuis que cette nouvelle République est née? Est-ce qu'il y a vraiment un changement? Oui. Ou bien c'est la forme juste, on dit nouvelle République, il y a un papier, c'est la Constitution et au fond il n'y a rien. Les choses ont changé. Puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du texte fondamental autant que tel de notre pays, on ne pense plus à celle du 20 janvier 2002, qui est aujourd'hui abrogée. Lorsqu'on parle du texte fondamental, le texte qui définit les lois, les règlements, les institutions de notre pays, c'est bel et bien la Constitution d'ici novembre 2015. Donc déjà, il y a ce changement. Maintenant, je pense que le sens de votre question est celle de savoir si au niveau des institutions, autant que telles, les choses ont changé. La Constitution, les institutions, la vie même, puisque parmi les raisons que vous avanciez pour amener les Congolais à adhérer à votre politique, en fait, à adhérer à la vision que vous avez pour le changement de la Constitution, il y avait plusieurs raisons, entre autres, il fallait une nouvelle vie, il fallait une bonne vie sociale, bonnes conditions de vie. Mais la question que je pose, c'est ça, dans ce sens-là. Institution, oui, mais au fond, dans la réalité, la vie des Congolais a-t-elle réellement changé, les conditions de vie? Est-ce qu'avec cette nouvelle République, les choses ont réellement changé ou vous pensez que ça va changer dans quelques mois? Nous n'avons jamais pensé que la Constitution autant que telle pouvait changer le quotidien des Congolais. Ce qui change le quotidien des Congolais, c'est la politique économique et sociale. Mais par contre, la Constitution, elle change la vie des institutions de notre pays. Et aujourd'hui, effectivement, il y a déjà un premier changement. D'abord, le fait que cette Constitution, elle soit matérialisée à travers sa promulgation et sa publication au journal officiel. Mais le second changement, c'est dans quelques jours, le 20 mars
Nous allons... Nous en parlerons Voilà. tout à l'heure. Donc ça, effectivement, c'est déjà aussi un changement. Mais il ne faut jamais penser, autant que tel, qu'une constitution, aussi belle que soit-elle, puisse changer le quotidien des citoyens. Ce qui change le quotidien des citoyens, c'est la politique économique et sociale mise en œuvre par le gouvernement. Il y a aussi une chose qui a piqué notre curiosité, en fait, c'est la dénomination même de votre association, République Fraternelle, Association République Fraternelle. Pourquoi République Fraternelle? Est-ce que vous avez constaté une carence de fraternité ou encore un manque de fraternité entre les Congolais, ou l'absence même de cette république, c'est-à-dire que les missions d'une république? Proclamation de la République, le 28 novembre 1958. Est-ce qu'on parle autant que tel dans notre pays de la République? Assez rarement. On parle uniquement du Congo. Le Congo, 342 000 km². Le Congo, ce sont les personnes qui la composent, ces hommes et les femmes. Mais qu'est-ce qui fait le ciment autant que tel? Lui, on parle de l'Union nationale. Mais le ciment autant que tel du Congo, c'est la République. C'est la République qui nous unit. Et nous pensons qu'on ne parle pas suffisamment de la République. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par République, mais aussi fraternelle. Le 15 août 1960, nous avons acquis notre indépendance. Au Champagne, diraient certains. Pas comme certains pays d'Asie du Sud-Est, où ils ont mené des guerres contre les occupants. Mais nous, au Champagne, mais quel en est le bilan aujourd'hui, depuis la proclamation de l'indépendance? Je peux parler de 1959, je peux parler de 1992, de 1997, de toutes ces guerres. Donc il faut un peu de fraternité. Donc République qui va faire le ciment, la fraternité, pour que nous puissions vivre dans une société apaisée. Est-ce que vous pouvez être clair, quand on parle de la fraternité, vous voulez dire quoi concrètement? Que les Congolais ne s'entendent pas entre eux, il n'y a pas de solidarité, c'est cela? S'il n'y a pas de solidarité, on ne parlerait pas du Congo. Ouais. Mais nous pensons que cette solidarité, elle n'est pas assez accentuée. Donc nous voulons accentuer cette solidarité, cette fraternité autant que telle. Ça devait commencer par qui? Ça doit commencer par tous les Congolais. Est-ce que ce n'est pas par les gestionnaires? Puisqu'il y a aussi dans la République le fait qu'il faut faire passer l'intérêt général avant les propres intérêts, les intérêts particuliers. Ça commence par là aussi. L'intérêt général concerne tout le monde, pas seulement les dirigeants. L'intérêt général peut également concerner la maman qui vend son manioc au marché. Oui, ça concerne tous les Congolais, du Congolais qui vont au marché à celui qui a la tête de l'État. Mais selon vous, si la République congolaise n'est pas fraternelle, ou s'il y a manque de fraternité, à quoi est dû cela? Cela est dû certainement également à notre histoire, la façon laquelle nous avons acquis les indépendances. Je parlais tout à l'heure de 1959, souvenons-nous à Pointe-Noire, lorsque on a élu cette première assemblée, les conflits qu'il y a eu au sein de cette assemblée entre les partisans de Fulbert Yulu et ceux de Jacques Opango. Donc c'est bien avant que nous ayons acquis l'indépendance qu'on a un peu perdu cet instinct de fraternité. Donc oui, c'est dû, bien entendu, à nos responsables. Le président Yulu, qui était à l'époque simple député, comme Jacques Opango. Mais lorsqu'ils sont sortis de cette assemblée à Pointe-Noire, ce sont les populations qui ont pris le relais. Donc, autant les hommes politiques sont responsables, autant tous les concitoyens sont aussi responsables. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut de la fraternité. Et cette fraternité, nous pouvons commencer au niveau des élections autant que telles. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la configuration de notre Parlement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, alors je n'ai pas de chiffres autant que tel, mais ça serait intéressant de faire une étude. Et je pense que plus de 90% des députés et des sénateurs, ils sont ressortissants des départements où ils sont nés, où leurs parents sont nés. Donc, le seul attache autant que tel qu'ils ont avec leur circonscription, c'est tout simplement le fait qu'ils soient originaires. Nous pensons qu'il faut changer les choses. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce que l'on doit faire, c'est qu'un Congolais qui soit né dans le nord du pays puisse être député dans le sud du pays. Il y a déjà le ministre Tayoka qui est député à Vinza. Je n'en disconviens pas. Je pense que c'est ce que vous voulez. Je n'en conviens pas, c'est une très bonne chose. Nous allons quitter la dénomination de votre association et l'émission. Mais avant de passer à autre chose, j'aimerais comprendre aujourd'hui, certainement les téléspectateurs nous posent cette question. Vous êtes, vous, association politique? Si oui, de quel camp, encore de quelle obédience, de quel côté êtes-vous? De la majorité de l'opposition ou du centre? Ou êtes-vous de la société civile simplement? Alors ça c'est un peu typique à la plupart des pays. On voit toujours majorité, opposition.
Ben, on ne peut pas y déroger. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Vous êtes où, la majorité Nous sommes présidentielle? une association à caractère politique. Nous sommes proches de la majorité présidentielle, mais nous tenons à préciser qu'à ce jour, nous n'avons aucune alliance autant que telle avec la majorité présidentielle. Mais nous nous reconnaissons de la majorité présidentielle. Et pourquoi, en fait, ce rapprochement avec la majorité? C'est pourquoi, en fait, à quoi de cela, vous pouvez nous expliquer pourquoi? Je le disais tout à l'heure, à peine né, vous dites, nous, c'est la majorité présidentielle. Pourquoi pas l'opposition? Pourquoi pas le centre? Alors, pour deux choses. La toute première, à quel moment avons-nous créé cette association? Au moment du référendum. Il se trouve que nous étions pour le changement de la Constitution autant que telle, tout comme la majorité présidentielle. Secondo, quelle est la politique économique et sociale qui a été menée ces dernières années? C'est celle du gouvernement. Nous avons bien entendu regardé également de le côté de l'opposition. Quels ont été les projets alternatifs autant que tels de l'opposition? Peut-être que nous aurons pu nous rallier aux projets alternatifs, mais à ce jour, nous n'avons vu aucun projet alternatif de l'opposition. C'est dans ce sens que nous nous sommes en tout cas rangés du côté de la majorité présidentielle. Encore une fois de plus, nous n'avons aucune alliance, donc nous avons encore cette indépendance où, lorsque nous constatons que du côté de la majorité présidentielle, les choses ne vont pas comme nous le souhaitons, ben nous le disons haut et fort. Voilà. Tout à l'heure, vous parlez des projets alternatifs. Vous savez, depuis quelques temps, nous suivons de très près les discours des hommes politiques, l'opposition du centre et de la majorité. Il y a des critiques qui viennent souvent de l'opposition que le gouvernement actuel ou encore le président Denis Sassou Nguesso ne fait pas trop d'efforts. Je peux peut-être un peu moins dur qu'eux pour développer ce pays. La population continue de vivre dans la pauvreté, moins $1 par Congolais par jour. Alors, vous parlez-vous des solutions alternatives en fait. Alors, quelles en sont ces solutions proposées par la majorité présidentielle pour régler ces problèmes que l'opposition déplore depuis un certain temps? Alors, le moment, l'élection présidentielle, c'est... Parce que pour vous, l'opposition n'a pas de solution. Est-ce qu'en face, vous avez les solutions à ces problèmes? Nous n'avons jamais dit que l'opposition n'ait pas de solution. Nous disons que nous ne voyons pas les projets de l'opposition. Peut-être qu'ils ont les projets alternatifs. Mais en tout cas, ils ne les ont pas encore mis sur la table. L'élection présidentielle qui aura lieu le 28 novembre sera justement l'occasion pour voir enfin quels sont les projets alternatifs de l'opposition. Est-ce que déjà, le fait que cette opposition commence par dire qu'il faut régler d'abord le problème de la gouvernance électorale, c'est-à-dire pour cette position, il faut faire partir, entre guillemets, le président Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas là un début de solution au problème qui existe, parce que pour eux, la misère, c'est le président de la République. Faire partir le président de la République, ce sont les Congolais qui ont décidé. Est-ce que ce n'est pas un début de solution déjà? Ce n'est pas une alternative pour régler les problèmes? Or, s'il faut tout simplement faire partir une personne pour la remplacer par une autre, ce n'est pas résoudre le problème. Ça doit être le projet. Qu'est-ce que nous proposons pour améliorer le quotidien des Congolais? Quel est le quotidien des Congolais? Avoir l'électricité. Quel est le quotidien des Congolais? Avoir de l'eau. Quel est le quotidien des Congolais? Avoir de quoi manger. Quel est le quotidien des Congolais? C'est de pouvoir se déplacer. Quel est le quotidien des Congolais? C'est d'avoir une éducation, d'avoir des écoles privées, des universités. Ça, c'est le quotidien des Congolais. Et ça, c'est à travers les projets des sociétés des uns et des autres. Et je le dis jusqu'aujourd'hui, en tout cas, nous n'avons toujours pas vu quel est le projet alternatif de l'opposition. Donc, faire partir une personnalité autant que telle, pour nous, ce n'est pas la solution. Maintenant, vous parlez de la gouvernance électorale. Oui, à ce point de vue, je pense que l'opposition a tout à fait raison. Il faut une bonne gouvernance. Il faut que nous allons à des élections libres, transparentes, pour qu'elles ne puissent souffrir d'aucune contestation. Nous voudrons qu'au soir de l'élection présidentielle, que les candidats qui ont été vaincus puissent décrocher leur téléphone pour féliciter le candidat qui a été élu. Donc sur ce point, ils ont raison. Ils ne sont pas les seuls. D'ailleurs, la majorité, à travers le dialogue de CBT, a consacré... Cette opposition a certainement raison aussi quand elle hier avait dénoncé le fait que le changement de la Constitution était opéré dans le seul but de maintenir le président Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Il n'est jamais une constitution qui peut maintenir une personne au pouvoir. Ce sont les concitoyens. Ah non, ce sont toujours les... La loi, c'est la loi aussi, puisque la Constitution évacuée donc, de 2002 interdisait au président Denis Sassou Nguesso de se représenter pour une même fois au pouvoir. Alors, celle-ci l'autorise à y rester même pendant 15 ans. Oui. Alors, non, pas monsieur... Là, ce n'est pas le peuple comme tel, c'est la Constitution. Ah oui, si, c'est le peuple, puisque c'est le peuple qui a voté cette Constitution. Tu as évoqué le titre. C'est le peuple qui a voté cette Constitution. Non, c'est jamais une Constitution qui maintient une personne aux affaires.
c'est toujours les concitoyens à travers une élection. Oui, la Constitution du 6 novembre 2015, elle donne la faculté au président Denis Sassou Nguesso de se représenter, de se présenter, puisque c'est un nouveau départ à l'élection présidentielle. Mais est-ce pour autant qu'il se présenterait à l'élection présidentielle, qu'il aurait déjà été élu? Là, c'est aller un peu vite en besogne. Moi, je pense qu'il faut respecter les électeurs. Il faut attendre que les Congolais puissent se prononcer. Et une fois qu'ils se seront prononcés, on pourra dire qu'ils ont accordé un nouveau mandat ou un premier mandat à Denis Sassou Nguesso ou un autre. Vous le voyez déjà candidat, c'est ça, le 20 mars prochain, vous le voyez déjà candidat, c'est ça. Je crois qu'il est aussi le candidat de la fraternité, une élection autant que telle, elle n'est jamais gagnée d'avance. Jamais. Et quel est votre candidat? C'est toujours le président Denis Sassou Nguesso, comme le réclame le PCT, c'est ça? Alors, nous ne sommes pas le PCT. Autrement, vous êtes proche de la majorité, donc proche du PCT, ouais. Autrement, on ne s'appellerait pas la République fraternelle. Donc, en ce moment, effectivement, tel que vous le dites, on a vu des associations, et notamment le PCT, qui réclament la candidature du président Sassou Nguesso. Mais nous pensons que l'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme et son peuple. Et cet homme, il doit avoir la volonté. Pas la volonté qu'on aille le chercher, c'est de lui-même qui doit se dire « j'ai des choses à apporter à mon pays ». Et c'est à lui de faire acte de candidature. Donc nous, la République fraternelle, nous n'irons jamais chercher un candidat pour lui demander de se présenter. Vous n'avez non plus un président pour présenter au Congolais, nous verrons les candidatures des uns et des autres, certainement pas du côté de l'opposition. Et les projets de société certainement, aussi. Bien entendu, quand je parle de candidature, par la suite, le projet de société, certainement du côté de la majorité. Peut-être que ce sera M. Denis Sassou Nguesso, peut-être que ce sera une autre personnalité. Et si effectivement, nous nous reconnaissons dans ce projet de société, alors à ce moment-là, nous n'aurons pas besoin d'aller nous-mêmes défendre nos idées. Mais si par contre, nos idées ne sont pas suffisamment représentées, à partir de ce moment, nous nous poserons la question d'une éventuelle candidature. Les idées sont lesquelles? Nos idées, c'est d'abord de faire en sorte que les Congolais puissent bien vivre. Tout à l'heure, nous parlons de la question de l'électricité, de la question de l'eau, la question de l'éducation. Les Congolais ne vivent pas bien aujourd'hui, c'est ça? Quand je dis bien vivre, c'est améliorer leurs conditions de vie. Même les États-Unis d'Amérique, même le Japon, où les gens vivent suffisamment mieux qu'ici, mais on aspire toujours à ce qu'ils puissent avoir un mieux vivre. Vous venez de dire tout à l'heure que quand on change de constitution, normalement, on devait mettre à plat toutes les institutions, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Et pour vous, organiser les élections avant de dissoudre ces institutions, c'est mettre les charrues avant le bœuf, c'est-à-dire que le président a inversé les rôles, c'est ça? Alors, il faut aussi lire ce que dit la Constitution, et je pense que vous voulez penser à l'article 244. Le Constitution, autant que tel, il a mis des garde-fous. Il ne voulait pas que nous arrivions à une situation où, au lendemain du vote référendaire, au lendemain de la promulgation et de la publication de la nouvelle Constitution, que les institutions soient désuètes. Dans toute Constitution, il y a toujours les dispositions transitoires. Et dans les dispositions transitoires, on nous dit la façon de laquelle cette Constitution, elle va véritablement rentrer en application. Et en ce qui concerne les institutions actuelles, enfin, c'est l'article 244 qui laisse un peu cette élasticité en disant les dispositions issues de 2002 resteront en vigueur jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions, les instances électives, en fait, les oui, institutions, le oui, Parlement, bien entendu, président de la République, voilà. Parlement et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Maintenant, ici, le problème, c'est que c'est vrai que la présidence y est, mais le gouvernement n'a pas été changé. Il y a d'autres institutions, comme la Cour constitutionnelle, il y a également la Cour suprême. Et pourquoi ces institutions n'ont pas été dissoutes? Et l'opposition pense que c'est déjà le non-respect à cette nouvelle constitution qui vient de naître. D'accord. Une nouvelle constitution, il y a deux actes. Le premier, c'est la publication au journal officiel. À partir de ce moment, cette constitution, elle est opposable à chacun d'entre nous. Un adage qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Du moment où il y a cette publication, tous nous connaissons cette loi. Il y a un second acte qu'on appelle le serment. Effectivement, pour que cette constitution puisse prendre sa pleine mesure, il faudrait que le président de la République prête serment, pas sur la Bible comme aux États-Unis d'Amérique, mais qui prête serment sur la nouvelle constitution, notamment celle du 6 novembre 2015. Mais pour prêter serment, il faut qu'il ait une légitimité. Et cette légitimité, il ne peut la tirer qu'à l'issue de l'élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle toutes les institutions sont encore en place. Et c'est le bien fondé de l'article 244. Au lendemain de l'élection du nouveau président, celui qui sera élu, je pense qu'à
après la nomination du Premier ministre, il ne pourra que procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale et de toutes les autres instances. L'opposition, aujourd'hui dite radicale, l'IDC Frocade, a passé plus d'une semaine en conclave et qui a débouché sur la mise en place d'un comité aujourd'hui coordonné par le professeur Charles-Zacharie Boao. Mais de ces conclaves, n'est pas sorti, on peut le dire, un candidat. C'est ce qu'attendaient les Congolais pour la plupart, que l'opposition propose ou désigne un candidat ou 2 ou 3 candidats, mais cela n'a pas été fait. On a l'impression que l'opposition traîne un peu les pas ou essaie de comprendre comment fonctionnent les choses. Hier, cette même opposition refuse, on peut le dire, jusqu'aujourd'hui à reconnaître cette nouvelle République dont vous avez soutenu la naissance. Et aujourd'hui, elle semble aller à cette opposition, avec à cette élection, pardon, avec quelques conditions. Quel est votre point de vue par rapport à l'attitude de cette opposition IDC Frocade? Il me semble que M. Mathias Ndian est membre de l'opposition. N'avait-il pas déclaré au mois d'octobre sa candidature à l'élection présidentielle? Il me semble que oui. Est-ce que les Congolais... Là, ça c'est de façon individuelle, il ne représente pas l'opposition. Et là, nous parlons de l'opposition IDC Frocade qui devrait désigner selon le professeur Charles-Zacharie Boao, 1 ou 2 candidats à cette élection. L'élection présidentielle, je le redis, est une rencontre entre un homme et le peuple. Ce n'est pas une rencontre entre un parti politique et le peuple. Dans tous les cas, est-ce que les Congolais attendaient que l'opposition puisse désigner un candidat à l'élection présidentielle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que les Congolais attendent, c'est que nous puissions aller aux élections dans les bonnes conditions. Ce que les Congolais attendent, c'est que nous allons aux élections qui ne souffrent d'aucune contestation. Ce que les Congolais attendent, que nous allons aux élections qui ne puissent pas voir ce qui s'est produit à Brazzaville et à Pointe-Noire les 17 et le 20 octobre 2015. Moi, j'ai lu les recommandations du colloque de l'opposition. Quel progrès extraordinaire! Il faut s'en féliciter. Hier, on nous disait que le référendum était anticonstitutionnel. C'est un coup d'État constitutionnel. D'ailleurs, cette opposition qui avait été convoquée aux concertations présidentielles, qui a refusé d'y aller. Cette opposition qui a été convoquée au dialogue de CBT, qui a refusé d'y aller, donc qui refusait autant que tel de dialoguer. Moi, j'ai lu les conclusions. Que demande l'opposition? Que puisse avoir une révision des listes électorales. C'est ce qui est décidé par le gouvernement aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait été préconisé par CBT. Que demande l'opposition aujourd'hui? Qu'il puisse avoir une carte biométrique. C'est ce qui a été décidé à CBT. C'est ce que le gouvernement a décidé. Que demande l'opposition aujourd'hui? Une commission électorale indépendante. C'est ce qui a été décidé à CBT. C'est ce que le gouvernement a décidé lors du Conseil des ministres. Donc, tout ce que l'opposition demande aujourd'hui avait déjà été vu, je le redis, à Evo, a été vu à CBT. Oui, ce n'était pas mis en œuvre. Mais aujourd'hui, me semble-t-il qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est tout simplement en train de réviser la loi électorale. Vous pensez que dans 3 mois, et déjà il y a quelques mois, le ministre de la Communication, Thierry Mongala, disait déjà que c'est pas possible que la biométrie soit aujourd'hui expérimentée dans quelques mois. C'est un lent processus qui peut durer 5 ans. Alors, est-ce que vous êtes sûr que les réclamations des oppositions qui sont aussi les décisions du dialogue des CBT seront effectivement mises en œuvre dans 3 mois? En tout cas, regardons ce que fait l'Assemblée. La biométrie, tout ce que réclame l'opposition, un fichier électoral fiable, c'est-à-dire qu'organiser un auto-recensement, déjà, ce n'est pas possible. Ah ben, c'est le cas en ce moment. Depuis une semaine, il me semble qu'on est en train de réviser les listes électorales. Non, moi je pense... Vous croyez en cela que nous allons, le 20 mars prochain, avoir une élection vraiment crédible, transparente, telle que vous le souhaitez-vous? Alors, on peut revenir en arrière. Le référendum constitutionnel a été décidé quand? A été décidé au Conseil des ministres, me semble-t-il, du 6 octobre. Et nous avons voté le 25 octobre. Ouais. L'élection présidentielle, autant que telle, a été annoncée le 22 décembre pour le mois de mars. Moi, je fais confiance aux autorités politiques de mon pays. Je fais confiance à l'administration de mon pays. Effectivement, s'il y a des manquements, nous n'hésiterons pas de les signaler. Mais moi, je pense qu'il faut y croire. Et si vous lisez bien le compte-rendu de la convention de l'opposition, oui, ils posent les mêmes conditions. Et ils y croient même. Ils ont même participé
puisqu'ils disent qu'ils ont été convoqués par le ministre de l'Intérieur afin de faire part de leurs propositions pour la révision de la loi électorale et que le ministre leur a répondu que leurs propositions seront prises en compte et leurs propositions sont prises en compte. Voilà, Monsieur Wilfried Obili, nous allons boucler notre entretien par cette question qui vous concerne aussi. Nous l'avons dit au début de l'émission que nous avons constaté la naissance des partis politiques, des associations comme des champignons, des associations que nous appelons nous de circonstances aussi. Il y a aussi le fait que nous constatons que l'opposition actuelle est composée, la plupart, donc le plus grand nombre des gens qui composent cette opposition viennent de la majorité présidentielle ou ont été des collaborateurs du président Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qui explique selon vous déjà la naissance des partis politiques comme nous le vivons aujourd'hui, et qu'est-ce qui fait que après qu'un membre du gouvernement quitte le gouvernement, devient automatiquement un opposant? Il faut savoir que dans la plupart des pays du monde, les élections, l'élection la plus principale, c'est la présidentielle, ou tout comme les législatives. C'est un moment où on voit effectivement la naissance de beaucoup d'associations, mais aussi de partis politiques. Pourquoi ces naissances? Mais tout simplement parce que ces partis et ces associations, ils veulent faire valoir leurs idées. Ils ont quelque chose à dire et ils estiment que le moment le plus propice, c'est l'élection présidentielle. Mais nous, soyez-en sûrs, nous, c'est pour nous inscrire dans la durée. Maintenant, la seconde question que vous posez par rapport à l'opposition, un certain nombre de personnes qui étaient dans la majorité qui sont peux la l'opposition. reformuler. Alors, est-ce que le président Denis Sassou Nguesso décevrait ses collaborateurs? Puisqu'il y a Okombi Salsa, il y a Zakari Bouao, il y a Mathias Nzan, ils sont nombreux là quand même dans cette opposition. Est-ce qu'on peut dire que le président Sassou déçoit de plus en plus ses collaborateurs? Il faut savoir la raison pour laquelle ils ont quitté le gouvernement. Est-ce qu'ils ont, démissionné? S'ils avaient démissionné, oui, le président les aurait certainement déçus. Mais le fait qu'ils n'ont pas démissionné, mais ils ont été démis. Donc c'est le président, autant que tel, qui a décidé de se séparer de ses ministres. Il a sa raison. Certainement qu'il pensait qu'il n'est plus leur place dans le gouvernement. Mais où on doit quand même réfléchir, lorsqu'on quitte le gouvernement, on se range tout de suite du côté de l'opposition. Pour moi, ce ne sont pas des opposants. Moi, je les appelle plutôt les transfuges du pouvoir, les transfuges du gouvernement. Donc ça pose quand même à réflexion. Et l'élection présidentielle, autant que telle, c'est un moment où doivent se constituer les majorités. Nous aurons l'élection présidentielle, il y aura plusieurs candidats. Ceux qui seront rangés aujourd'hui, avant l'élection, du côté de celui qui aura remporté l'élection présidentielle, ils feront partie de la majorité. Ceux qui se seront opposés, en tout cas, moi je verrai d'un très mauvais œil qu'ils puissent... Vous allez boucler avec votre réponse, donc vous avez quelques secondes pour boucler. Non, je vais simplement dire que l'opposition et la majorité doivent se déterminer au moment de l'élection présidentielle. Majorité, tous ceux qui soutiennent aujourd'hui, celui qui sera élu au mois de mars, opposition, tous ceux qui auront soutenu celui qui aura été battu au mois de mars. Mais bien entendu, en tenant compte du projet économique et social. Voilà, nous venons de boucler cette émission avec Wilfried Obili. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.